Je suis Laurent Muzinga, docteur Laurent Muzinga. Je suis professeur de finance et économie au département de Business and Accounting, comptabilité, à l'université de Morningside University, qui se trouve dans l'État de Iowa, dans la ville de Sioux City. Donc, je suis marié, père de 3 enfants. Mon épouse également est professeure, docteur Anikino Muzinga. Nous sommes tous les deux dans la même université. J'ai étudié ici à Kinshasa, j'ai fait la licence économique et j'ai travaillé à la Banque commerciale zaïroise à l'époque et aussi au CPCZ, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle encore maintenant. Et après ça, j'ai pris la décision d'aller aux États-Unis et parfaire mes études. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai fini mon doctorat en finance agricole. Et en fait, depuis un certain temps, j'ai remarqué que la problématique de la congolité est devenue l'affaire de tout le monde. Je crois que c'est très important que nous ayons une conversation nationale, parce que c'est un problème très important. Je pense aussi que nos amis juristes doivent nous aider à comprendre le vrai problème. Parce qu'en fait, la congolité, le problème ne se pose pas au niveau de la congolité. Si je comprends toutes les conversations que j'ai eues avec des amis, des lectures que j'ai faites, j'ai comme l'impression que le problème, c'est l'accessibilité au poste à la magistrature suprême. C'est ça le problème. Est-ce que nous devons verrouiller ce poste-là ou pas? Parce que la congolité, on est citoyen congolais dès lors qu'on est de père ou de mère congolais. Mais le problème, je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Le problème se pose au niveau du poste de président de la République. Donc, si vous voulez mon point de vue, moi, je crois que dans tout ce que nous faisons, moi, je pense que nous devons toujours avoir un cadre de référence, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Moi, je sais que le président, le pouvoir actuellement, ils ont mise sur le peuple d'abord. Moi, je crois qu'il est très important que toute décision que nous allons prendre, et que ça puisse servir le peuple. Donc, il appartient aux députés de repartir vers là où on les a votés et avoir une conversation intentionnelle avec la population et leur expliquer, parce que moi je crois que la population n'est pas éduquée comme on l'aurait voulu. Donc il est important que les députés commencent d'abord par éduquer notre peuple, leur population, de telle sorte que lorsqu'ils vont revenir pour je ne sais pas comment on appelle ça, l'Assemblée générale, quand les députés se réunissent, on aura des très bonnes discussions. C'est un problème très important qui définit même notre souveraineté nationale. Donc je crois que nous devons avoir une conversation au niveau de la nation. C'est très important. Oh yeah. Aux États-Unis, c'est clair. Hein? C'est clair que pour devenir président de la République aux États-Unis, il faut être citoyen américain. Moi qui vous parle, je suis américain. Si toi, aujourd'hui, tu décides d'émigrer le Congo, d'aller aux États-Unis, et tu vis là-bas pendant un certain temps, même quand tu n'as pas encore changé de nationalité, tu seras américaine, parce que tu vis dans ce sol-là. Mais il faut être citoyen américain. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le droit du sol. Tu es né, il y a un concept de géographie. Tu es né aux États-Unis. C'est ça, la citoyenneté. Tu deviens citoyen américain. Il faut avoir, je crois, l'âge de 35 ans. Il faut avoir vécu aux États-Unis durant les 14 dernières années. C'est comme ça. Alors, pour verrouiller un peu l'accessibilité à ce poste-là, on a exclu l'accès à la présidence de ceux qui se sont naturalisés américains, citoyens américains. Donc, eux, ils ne peuvent pas. Tu vois. Donc, on sent que dans tous les pays, les gens préfèrent ils préfèrent être sûrs que celui qui gouverne, le président, il va voir les intérêts de la nation d'abord. Il n'aura pas à avoir un problème
un dilemme, comme on le dit, entre sa nationalité et peut-être la nationalité de sa femme, ou s'il est, comme vous l'appelez ici, d'Émile Dakar, et lorsque les intérêts de l'autre pays sont en jeu, on veut vraiment absolument que ce poste-là, plus précisément à la présidence, que ce soit absolument verrouillé. Donc je maintiens que une conversation nationale est vraiment très importante, intentionnelle et nationale, très importante. Comment il s'appelait encore? Kabarebe, je crois. Bon, il faut voir ce problème-là à deux niveaux. Hein. Il y avait le pouvoir. L'armée n'existait pas. Et celui qui coiffait notre armée, disons entre guillemets, c'était le chef d'état-major rwandais, Kabarebe, je crois. Je crois que c'est ça le nom. Alors, que voulez-vous qu'il fasse? Parce qu'en fait, c'était lui qui était le chef de l'armée. Moi, je crois même que lorsque je me rappelle de toutes les lectures que j'ai faites, le fait que le feu président Kabila s'était autoproclamé président, ça nous avait aidé. Parce qu'en fait, il fallait, reconnaissant que le chef d'état-major était un Rwandais, il fallait donner du temps à ce qu'on s'entende et que l'autre rentre dans son pays pour que nous remettions ce pouvoir-là à un type à un citoyen congolais. C'est aussi, tu vois, ce sont le genre de questions que nous nous posons si jamais le président de la République n'était pas 100% ou disons de père et de mère. Donc c'est très 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 important parce qu'il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup de risques que nous prenons si nous ne définissons pas ce problème de façon systématique, claire. Il faut absolument qu'on en discute. Moi je veux bien qu'on ne se précipite pas, qu'on prenne du temps et qu'on en discute, que les gens qui sont indiqués, qu'ils le fassent. C'est un problème très très important, qu'on n'y aille pas, disons, de façon précipitée. L'éducation aux États-Unis, nous aux États-Unis, nous n'éduquons pas l'étudiant, la personne de l'étudiant comme tel. Nous, on éduque une personne qui sera non seulement bourrée de la matière, mais aussi une personne qui a du caractère, qui a un sens d'éthique, qui a un sens de professionnalisme. Il n'y a pas de mémorisation comme ça a été le cas chez nous ici. Donc nous nous formons, quand quelqu'un sort de l'université aux États-Unis, ce n'est pas quelqu'un qui va vous raconter, mémoriser tout ce qu'il a appris à l'école, mais c'est quelqu'un qui a été non seulement un bon étudiant, mais aussi et surtout une bonne personne. C'est-à-dire qu'il a l'éthique, il a le professionnalisme, il a le caractère. Excusez-moi de vous donner une leçon en anglais, mais je vais traduire ça littéralement. Nous, on dit « Education makes you look good in the outside, but it does not transform you. » J'explique ça. Quand tu me vois, je suis docteur. Tu vois mon épouse, il est docteur. Tu vois, mon meilleur ami Meskia et sa femme, de pasteur. Tu te dis, ah, voilà ces gens-là, il est docteur, il roule carrosse, il a une belle voiture, il habite dans... C'est pas ça qui définit l'homme. Ce qui définit l'homme, c'est la transformation interne. Tu vois, les diplômes, on le voit là, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est un homme de caractère. C'est ça qui est important. C'est ça que nous percevons aux États-Unis. Bon, moi, le modèle, il faudra que ce soit un modèle pratique, où on ne nous forme pas. Tu sais, quand moi j'étais à l'université de Kinshasa, ma vision, c'était quoi? Parce que sur notre avenue, il y avait 3 vieux qui travaillaient à la Banque commerciale zaïroise à l'époque. Parce que pour moi, c'était quoi? Terminer mes études et être comme eux. Je n'avais pas de vision d'être un businessman. Parce que pour moi, je pensais que je voyais mon avenir se dérouler en face de gens qui sont sur la même rue que moi. Je dois être à BCZ, il faudra que le 25 de chaque mois, j'ai mon petit sac de riz, de sucre. C'était ça. Et c'est comme ça qu'on nous a formés. On nous a formés, on ne nous a pas donné l'impression, disons, la possibilité de pouvoir nous exprimer. On n'a pas fait de dissertation, on n'a pas fait de présentation orale, on n'a pas fait ça. C'est-à-dire que ce qu'on nous a fait, c'était
On mémorise, on va devant le professeur et on raconte ce qu'on a mémorisé. Moi, je crois que c'est... Il n'y a pas une solution comme ça seule, parce qu'en fait, on ne peut pas commencer à réformer l'enseignement supérieur universitaire tout en laissant le primaire et le secondaire. C'est une affaire systématique. Mais je ne peux vous parler que de l'enseignement supérieur universitaire parce que je suis dans ce domaine-là. Tu sais, mon épouse, Dr Adikino et moi-même, nous avons écrit une réforme. Non pas pour les États-Unis, mais plutôt pour la RDC. Où tu sais que notre université ne figure pas parmi les 200 meilleures universités africaines. Vous comprenez? Parmi les 200 meilleures. Toutes les réformes qu'on a faites, c'était juste pour rendre indépendantes les universités. On est parti de l'UNASA, l'UNIKIN, le Bumbashi et puis Kisangani. Mais les réformes n'ont pas adressé, n'ont pas ciblé l'étudiant. Ce qui fait que les étudiants vont à l'école. Ce qu'il faut faire, pour moi, la solution c'est quoi? Il faudra que toutes les universités nous mettent dans leur lien, dans leur page, leur vision et leur mission. La vision signifie quoi? Ça signifie par exemple, je prends l'exemple de l'université Congo. Hein, je prends ça comme ça, de façon random. Je prends ça comme ça. Dites-moi, il faudra que tout le monde dans cette université, les professeurs, les étudiants, même les gens qui nettoient, doivent savoir que cette université a une vision. Dans 10 ans, voilà ce que nous voulons devenir. Vous me comprenez? Donc c'est ça la vision. Qu'est-ce que nous voulons que les gens sachent de nous dans 10 ans? Et maintenant, vous allez avoir votre mission. Comment est-ce que nous allons faire pour y arriver? Si on avait le temps, j'allais développer, j'allais vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Même la vision, question ma chère journaliste, ce n'est pas comme ça, ça ne vient pas du ciel, ex machina, non. Il y a des étapes pour arriver à définir une vision qui soit qu'on peut atteindre facilement. Tu vois? Et dans chaque université, il faudra que l'université nous dise, à la fin des études de ces étudiants, nous voulons que nos étudiants soient capables de 1, 2, 3, 4. Ce sont les objectifs au niveau institutionnel. Et au niveau maintenant de programmes, des départements, il faudra non seulement aussi avoir des objectifs comme ça, mais il faut aussi que les programmes, les facultés aient leur vision aussi. De telle sorte que ces visions-là doivent s'aligner avec les visions de l'institution. Et tu sais que chez nous, lorsque je vous donne un exemple. J'ai été étudiant ici, j'ai fait les sciences économiques, je suis allé aux États-Unis, j'ai été aussi étudiant, donc j'ai comparé les cours, et maintenant que j'enseigne ces mêmes cours, je vois vraiment le gap qui existe entre notre système d'enseignement et ce que je fais aux États-Unis. Je donne un cours de gestion financière. Ici, à l'université, c'était 300 pages. On n'a ni devoir à domicile, ni de quiz, ni de présentation, nothing, rien du tout. Tout ce qu'on a fait à la fin, on mémorise. Et le professeur vous pose une petite question, vous réussissez 20 sur 20, 19. Alors, il y a des étudiants qui, on lui pose une question, il n'avait pas bien assimilé, il échoue, alors qu'il connaît peut-être 237 pages. Tu vois, ces choses-là, on doit arrêter ça. Moi, quand je pose une question, l'étudiant peut venir me dire, Docteur Muzinga, cette question répond ou correspond à quel objectif? Si ça ne correspond à aucun objectif, non, je dois enlever ça. Donc, c'est un de moyens, une de façons, approche de pouvoir, disons, rendre compétitif notre université, je dis notre donc au Congo, sur le plan local, régional, pourquoi pas continental. C'est très important. Moi, je crois que nous avons une partie de solution. Bon, la politique n'est pas linéaire. Hein. Ça va arriver comme ça. Non, il y a toujours des changements, il y a toujours des variables qui interviennent au courant du progrès. Bon, 2023, je suis sûr et certain qu'on arrivera à 2023, hein, mais quelles sont les variables dominantes dans notre politique en 2023? Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne peut pas prédire ça. Mais je sais que ce qui est sûr,
je peux vous dire que, quel que soit Alpha et Oméga, le président, le pouvoir en place, ne va pas aller aux élections pour perdre. Il y en a plein, il y a beaucoup de choses à cibler. Il y a beaucoup de choses. Les défis, il y en a plein. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas t'énumérer ça en ordre d'importance. Mais tout ce que je veux dire ici, si vraiment on avait assez du temps, on pouvait développer ça. Mais moi, je reviens toujours à notre cadre référentiel. Le peuple d'abord. Pour que le peuple soit servi en premier, il faudra absolument que l'on commence par les institutions. Les institutions. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'aime bien la justice, hein, ce qu'on voit actuellement avec la justice. J'aime ça. Parce que je suis né ici, dans ce pays, je suis né à Kinshasa, mais je savais que les politiciens mettaient la main dans les trésors publics, mais on ne savait pas la substance numérique, le montant des vols. Et même le président, l'autre fois, lorsqu'il parlait de détournement, et tu peux sentir à travers son discours qu'il était peiné. Comment ces gens arrivent à voler, ne soyons pas politiciens, à voler de l'argent du pays. Entre-temps, autour d'eux, il y a la misère criante. Tu vois, le président a dit, c'est pas possible. Donc, si on commence par les institutions, quand je dis institutions, on travaille l'homme. Il n'y a personne devant, qui est au-dessus de la loi. Quand je regarde les gens la circulation, oh my goodness, c'est terrible. Donc, les défis, il y en a beaucoup, mais pour arriver à concevoir un modèle de développement, il faudra d'abord voir le peuple, comment on peut le servir. La politique, moi je crois que ça va, il y aura des hauts et des bas, mais ça tiendra. On va arriver jusqu'à 2023. Mais les autres variables qui vont arriver, la politique, c'est, il n'y a personne qui connaît la politique, il n'y a personne qui connaît ce qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans. Mais espérons que, comme je l'avais dit, celui qui organise les élections, il ne l'organise pas pour perdre. Yeah, ça c'est un autre problème très important. Parce qu'en fait, nous voulons, et encore, comme je l'avais dit, qui veut, disons, organiser les élections pour les perdre? Et pour que nous ayons des élections transparentes, démocratiques, c'est la CENI qui doit nous aider. Tu vois, c'est l'institution CENI qui doit être indépendante. Or, tu vois ce qui se passe là, actuellement. Tel que je l'ai compris, il y a actuellement, les confessions religieuses, il y en avait 8 à peu près. Il y avait quand même 2 qui sont des grandes, les catholiques et puis les protestants. Les 2 là, ils ont fait un rapport que on ne s'est pas mis d'accord. Parce que il y a des pressions au niveau du gouvernement et au niveau des autres partis politiques. Ils ont fait le rapport, mais qui a été signé par les 8. Tout le monde a signé ça. Mais les autres là, ils étaient à 6. J'apprends qu'ils sont 5 maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, nous sommes arrivés à désigner le candidat, c'est M. Kadima. Tu vois? Maintenant, quel rapport faut-il accepter? Moi, je crois que le rapport de catholiques et de protestants, c'est le rapport, parce que tout le monde avait signé ça. Tu vois? Si on avait le temps, j'allais vous raconter, peut-être vous rappeler la proposition des Palou, mais de la Mouka, ou même comment on appelle ça? Nouvel Élan. Moi, je crois que quand on lit la proposition de l'UDR de Nouvel Élan, c'est vraiment très clair que la CENI doit être indépendante et qu'on laisse les confessions religieuses et la société civile organiser la CENI. Mais tant qu'on y met les partis politiques, ce sera difficile qu'on arrive à trouver un compromis. Again, encore, il faut absolument que tous les partis, toutes les parties plutôt, disons, qui ont des intérêts là-bas, s'assoivent et discutent de ce problème de façon honnête, intentionnelle, mais en pensant toujours au peuple. Parce que moi, c'est clair, le peuple d'abord, et comment le servir de façon intentionnelle et décente, claire. Voilà.
Tu sais, la vision, c'est quoi? La vision renvoie au futur. Qu'est-ce que je veux que la communauté congolaise de Soussiri et des villes environnantes devienne, disons, tu vois, on ne regarde pas le court terme, on regarde le long terme. Actuellement, nous sommes à peu près, bon, je ne voudrais pas donner un nombre comme ça à la volée, mais je veux dire plus de 80%, plus proche de 90% des Congolais travaillent dans des usines. Et ça paye bien, ça paye bien. Mais je ne veux pas que, en 2031, je ne veux pas que mes compatriotes continuent de travailler dans les usines. Il y a des gens, il y a des jeunes gens qui sont des diplômés, des universitaires. Jean-Paul Batabé, là, le petit Noli, Baudry, bienvenue, tous ces jeunes-là. Ils ont des diplômes. Stéphane, je l'appelle Fatih Bey, c'est un garçon formidable. Ils ont des diplômes universitaires. J'ai capé ça. Des diplômes universitaires, des agronomes. Mais je ne veux pas qu'ils continuent à travailler là-bas pendant 10 ans. Jean-Marie, Jean-Marc. Je voudrais que, ma vision, je voudrais que mon plan, plus de la moitié apprennent rapidement l'élément linguistique. C'est ça qui bloque. Ils ont un problème de langue, parce qu'ils sont toujours ensemble. Ils ne démarrent pas au niveau de la langue. Or, si tu ne maîtrises pas la linguistique, l'élément linguistique, ça sera difficile pour toi de t'épanouir, de t'intégrer dans la société, la culture américaine. C'est la raison pour laquelle mon épouse, Dr Annie Kino et moi, nous avons instauré, nous enseignons l'anglais à ceux qui veulent plutôt. Donc ils viennent le dimanche, nous avons pris une salle à l'université, ils viennent pendant 1 heure, 2 heures, on leur apprend l'anglais à partir de Lingala. Tu vois, là parce qu'il y a tout le monde qui vient. Moi je veux que, je vais réduire le pourcentage de Congolais qui travaillent dans les usines. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais le travail est dur. Tu vois, c'est un travail physique. Alors, je voudrais couper ça, et aussi je voudrais développer le sens de business. Il y a des jeunes, avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent bien économiser et commencer un business. Donc là, nous sommes en train de préparer des cours avec mon épouse pour les aider à faire de business plan. Ils ont déjà commencé. Nous voulons continuer. Bon, écoute, vraiment, je vous remercie de tout mon cœur de l'invitation. Et ça vient juste à point nommé, ça vient juste un jour avant que je ne rentre. Et partager ça avec vous, c'est non seulement que vous m'avez écouté, mais je sais que le média, c'est quoi? C'est le monde. Le monde va m'écouter. Et que si jamais quelqu'un a une question à me poser, on appelle maman Chantal Ilunga, elle a plutôt mes coordonnées. Ou bien, je suis prêt à répondre à toute question. Ce que je veux dire, notre pays est encore à reconstruire. Notre pays souffre de beaucoup de maux. Notre pays a besoin de gens, pas des diplômés, mais des gens qui ont du caractère. Les gens qui ont un sens profond d'éthique. Les gens qui ont un sens profond du professionnalisme. On a besoin de ces gens-là. Parce que c'est cette élite qui non seulement voit le pays, mais voit aussi, surtout le peuple, et comment faire sortir ce pays de ce sous-développement. C'est dégueulasse ce que je vois dans la rue. J'ai failli pleurer un jour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'étais sur poids lourd, vers BAT, je vois une maman, comme ma mère beaucoup, petite de taille, mince, avec un enfant au dos, et elle transportait un sac de macala. J'arrête la voiture, je pleure. Je dis, maman, tu viens, maman. Tu vas où? Je vais à ma tétée. Tu peux entrer dans la voiture? Non, elle refuse. Je ne sais pas. J'ai compris que c'est la prudence. J'ai demandé aux jeunes gens, j'ai donné à un petit 8000 francs pour qu'on l'amène à la maison, et puis je lui ai donné à 10 $. Mais il y en a beaucoup comme ça, des moments comme ça. Je te dis, la souffrance autour de nous, c'est difficile. Je demande même à mes amis, mais comment faites-vous pour gérer la misère autour de vous? C'est difficile. On a besoin vraiment de gens qui ont un sens profond de patriotisme. Pas de nationaliste, de patriotiste, de patriote. Et
c'est donné au business. Ce sera très important. Merci bien. Votre chaîne, votre radio, ce sera une des rares interviews que j'ai eues à Kinshasa.